Aujourd'hui, l'évêque Moukouna peut mourir. Toutes les informations concernant l'évêque Moukouna, c'est moi qui les diffuse. Ce qui s'était passé, c'est que l'évêque Moukouna, il y a quelques jours, il était visité la nuit par des personnes inconnues qui voulaient forcer la porte de sa cellule et la fenêtre. Ils ont aspergé un gaz qui a fait qu'il perde connaissance et que le matin, qu'il soit ramassé et conduit au dispensaire. Ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur et s'ils sont entrés, ils ont bénéficié aussi de la complicité de ceux qui travaillent à l'intérieur. Le combat que l'évêque Moukouna est en train de mener, ce n'est pas son combat à lui, ce n'est pas un combat pour sa famille. Ils ont cru qu'en envoyant l'évêque Moukouna en prison, l'éveil patriotique va pouvoir s'arrêter. Mais ils se rendent de plus en plus compte que le fait d'avoir mis l'évêque Moukouna en prison a déterminé encore beaucoup de Congolais à s'intéresser à l'éveil patriotique. Ils savaient que non seulement qu'il pouvait aller en prison, ils savaient aussi qu'il pouvait mourir. Mais il a pris l'engagement de foncer et de pouvoir s'entourer des gens aussi déterminés comme nous, comme mes autres collègues. Le président Kabila est poursuivable. Ce que nous demandons maintenant au parquet général près la Cour constitutionnelle, c'est d'adresser une lettre. Vous ignorez que dans ce pays ici, dans les conflits de Cameroun-Sapou, il y a eu 50 fausses communes. Leur stratégie, c'est une épée dans l'eau. L'éveil patriotique va continuer. Si aujourd'hui c'est l'évêque qui est en prison, demain ça pourrait être moi, mais il y aura d'autres collègues que vous avez vus ici qui vont prendre le relais. L'éveil patriotique est un mouvement qui concerne tous les Congolais. Et je pense que nous voulons donner la chance à ce pays de pouvoir aller dans la bonne direction en surveillant tous les politiciens qui... Maître Jean-Claude Katende, le premier vice-président de l'éveil patriotique. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalés sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Bonjour chers messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, c'est votre émission Politique Info sur cette chaîne Africa Info. Plusieurs questions d'actualité et surtout ce qui concerne plus les droits, comme nous sommes dans un état de droit. Et voilà, sur ce, nous recevons pour vous quelqu'un qui s'y connaît dans la matière. Lui, c'est pas une figure à présenter, c'est Maître Jean-Claude Katende. Maître Jean-Claude Katende, il est président de la ZADO, une association pour la protection des droits de l'homme. Il est également premier vice-président du mouvement politique, du mouvement Éveil patriotique, où il est chapeauté par l'évêque Pascal Moukouna, actuellement en détention préventive au CPRK. C'est avec lui que nous allons essayer de comprendre sur plusieurs questions qui concernent cet éveil patriotique, ce qui arrive à l'évêque Pascal Moukouna. Est-ce vrai il a été menacé? Est-ce vrai il a eu des malaises? Il a fait une crise? Comme c'est son proche collaborateur dans ce cabinet, c'est lui qui va devoir nous répondre à toutes les questions. Bonjour Maître Jean-Claude. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien.
Maître Jean-Claude, vous êtes président de la ZADO. Étant membre de la Commission des droits de l'homme, êtes-vous à l'aise de combattre l'impunité et de soutenir en fait l'évolution d'un état de droit? Je pense personnellement que les êtres humains qui sont dotés de droits fondamentaux ont besoin de vivre dans un état où la promotion et la protection des droits de l'homme est un principe de base. Et en tant que tel, nous estimons que l'état de droit est nécessaire à l'épanouissement des droits fondamentaux qui sont reconnus par la Constitution de la République démocratique du Congo, mais aussi par les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Donc, si je prends en considération ces questions essentielles qui sont aussi prises en compte par l'organisation pour laquelle je travaille, j'estime personnellement que combattre l'impunité est une question clé pour, n'est-ce pas, la protection des droits de l'homme et principalement l'accès à la justice pour les victimes. Depuis plus de 3 ans, vous êtes une star dans les réseaux sociaux parce que vous avez une page d'opinion libre de Maître Jean-Claude Katende où vous émettez vos opinions. Mais c'est que les gens se demandent comment vous, un acteur des droits de l'homme, après la passation civilisée du pouvoir, vous vous êtes mis plus pour soutenir les chefs de l'État alors que l'ancien chef de l'État, vous combattiez ce qu'il faisait. C'est comme si vous êtes un peu perdu dans la nature. D'abord, je dois dire que je ne suis pas une star. Je suis tout simplement un Congolais qui répond à un devoir. Lequel devoir de se battre pour que la société dans laquelle je vis puisse être une société égale, une société ouverte et une société juste pour tout le monde. C'est vrai que la page d'opinion libre est l'un des documents parmi les plus lus en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement à cause de ma personne qu'il écrit, mais c'est principalement à cause et grâce aux idées qui sont diffusées dans la page d'opinion libre. Maintenant, quant à la question de savoir est-ce que nous soutenons le nouveau président de la République ou nous ne le soutenons pas, je dois dire personnellement que la position de la ZADO, la position de Maître Jean-Claude Katende, ce n'est pas de soutenir aveuglément qui que ce soit, c'est de faire en sorte que la société dans laquelle nous travaillons puisse, n'est-ce pas, jouir de certains droits qui sont reconnus. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, les gens disent que la société congolaise, telle que nous l'avons connue sous Kabila, est la même qu'aujourd'hui, je peux dire que les gens se trompent. Voyez-vous, pour des questions, par exemple, comme celle relative, comme des questions, par exemple, comme celle relative, par exemple, à l'ANR, on peut conclure avec vous qu'aujourd'hui, l'ANR ne joue presque pas le rôle qu'elle a joué pendant la période du président Joseph Kabila. Nous pouvons, par exemple, regarder à la situation des droits de l'homme de manière générale. Nous allons voir que sous la présidence de M. Félix Tshisekedi, il y a des choses qui ont été améliorées par rapport au temps de Joseph Kabila. Je vous rappelle qu'à l'ANR, sous la gestion du président Joseph Kabila, il y avait des gens qui faisaient 5 ans à l'ANR, 6 ans à l'ANR. Aujourd'hui, la situation n'est pas la même, ni pour l'ANR, ni encore moins pour la DEMIAP. Maintenant, est-ce que dans ce contexte, nous pouvons travailler comme on travaillait à l'époque du président Kabila? Je dis non. En plus, nous ne devons pas oublier que la ZADO continue à assurer le même rôle qu'à l'époque du président Kabila. Je prends le cas de personnes qu'on a tuées lorsqu'on traquait M. Kyungu Mutanga il y a quelques mois. La ZADO a été la première organisation. Quand nous avons vu les images des personnes qui ont été tuées, quand nous avons vu ces images des hommes et des femmes et des enfants nus dans un même local, nous avons levé le ton pour dire ça ne doit pas se passer comme ça.
que l'armée et la police ont utilisé les armes à feu de manière disproportionnée et qu'il était nécessaire qu'on puisse organiser une enquête. C'était à la demande de la ZADO et c'est sous Félix. Donc les questions de droits de l'homme pour nous sont des questions de préoccupation, quel que soit le régime qui est en place. Et c'est à la suite de cette demande de la ZADO que d'autres organisations sont venues se greffer et le gouvernement était obligé de mettre en place une commission qui était descendue à Lubumbashi et dont on attend encore le rapport aujourd'hui. Je prends le cas de Nemwanda Nsemi. Les personnes qui ont été tuées à Songololo et la manière dont on avait réprimé ces adeptes ici en utilisant non seulement des armes de manière disproportionnée, mais en pillant les biens de Nemwanda Nsemi, mais aussi en traitant de manière indigne les personnes qui étaient arrêtées. La ZADO était encore l'une des rares organisations à demander à ce que les personnes qui étaient à la base de ces carnages, n'est-ce pas, à Songololo et ici, soient arrêtées. Nous avons été la première organisation à demander à ce que la femme de Nemwanda Nsemi, dont on ne situait pas le rôle dans ce groupe, soit relâchée. Les gens nous avaient beaucoup critiqué, insulté même, mais la conséquence c'est que dans la suite du temps, cette femme, on n'avait pas déterminé son rôle dans ces événements, elle a été relâchée. Et nous avons été aussi l'une des organisations qui a demandé à ce que les biens de Nemwanda Nsemi lui soient restitués. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que la restitution ne soit pas seulement un acte visible, parce que c'était à notre demande, c'était même passé à la télévision, mais nous voulons que cela ne puisse pas s'arrêter, parce que vous avez posé la question sur la lutte contre l'impunité, que ça ne s'arrête pas seulement à la remise de biens, mais que les personnes qui étaient à la base de ce vol ou de ces pillages soient arrêtées et jugées. Et nous sommes en train de réclamer un procès public, pour que les autres policiers apprennent que dans une république, on ne peut pas se comporter. Les policiers qui sont censés protéger les personnes et leurs biens, et surtout qui étaient commis à la protection, n'est-ce pas, des biens de Nemwanda Nsemi, puissent se donner le luxe, n'est-ce pas, de pouvoir piller ces biens-là. Ce travail, nous le faisons sous Félix. Mais déjà, il y a un peu un silence après la tuerie d'un membre de la louche à Béni, M. Kambale. Est-ce que vous avez déjà entrepris les démarches sur ça? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que je demanderai tout simplement aux Congolais qui sont intéressés par le travail que nous faisons de s'intéresser à tous mes moyens de communication. J'ai fait un tweet par rapport à cet événement en demandant, en considérant que ce meurtre est un reflet de la manière dont certaines personnes sont entrées dans la police sans avoir subi des formations. Et nous avons demandé à ce que les policiers soient audités, soient checkés, pour que tous ceux qui n'ont jamais suivi une formation régulière puissent retourner à la formation et que les policiers qui étaient à la base de cet événement soient arrêtés. C'est suffisant comme travail. Voilà. Mais je me demande toujours pourquoi les gens veulent toujours faire des comparaisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'expliquent, qui s'expriment librement sous Félix, ce qu'on ne faisait pas. Donc on doit tenir compte de ces éléments. Et je voudrais insister pour dire que la ZADO, depuis sa création, a toujours été du côté du peuple, du côté des victimes. Et donc, personne ne peut me donner un seul acte où nous avons soutenu M. Félix Tshisekedi de manière aveugle. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas d'acte concret. Nous pouvons avancer avant d'entrer pour ce qui concerne l'éveil patriotique. Mais l'arrestation de l'honorable Jean-Jacques Mamba, député en plein mandat, il est là, il est poursuivi pour les faux usages des faux et on l'accuse même que cette infraction était flagrante. Vous êtes juriste d'abord de formation et puis vous êtes président d'une telle association. Pouvez-vous quand même nous donner votre avis sur cette arrestation ? D'abord, je dois vous dire que je viens de l'apprendre par Twitter il y a quelques minutes. Okay. Je n'ai pas encore vérifié l'information, mais s'il s'avère qu'effectivement, M. Jacques Mamba a été arrêté dans ces conditions-là, je pense qu'il faut absolument le condamner
il faut absolument le condamner. Nous les confirmons parce que nous en avons des images, des preuves comment il a été. Oui, c'est pour ça que je dis que nous condamnons ces actes. L'état de droit ne peut pas fonctionner sans que les droits des uns et des autres, conformément à la Constitution, ne soient respectés. Donc nous condamnons cet acte et nous espérons que les autorités qui ont procédé à cette arrestation vont devoir non seulement le relâcher, mais doivent être poursuivis pour avoir violé les droits d'un député. Voilà. Maître Jean-Claude Katende, vous êtes purement quelqu'un des droits de l'homme et puis le mieux connu, parmi les mieux connus dans notre pays. Qu'est-ce qui a fait que vous, membre d'une association des droits de l'homme qui devrait être impartiale, mais vous vous êtes adhéré dans une vision qui est purement politique, qui est l'éveil patriotique? Quel est ce pont? Non, je pense aussi qu'il y a un peu d'amalgame. Okay. L'éveil patriotique, c'est un mouvement d'abord apolitique. Contrairement à ce que vous dites, l'éveil patriotique n'est pas un mouvement politique. D'abord, il n'est pas animé par un homme politique, si je peux me le permettre. L'évêque Pascal Mukuna, c'est un homme de la société civile parce qu'il anime une grande communauté religieuse. Il est dans des confessions religieuses. Oui. En plus, on peut qualifier d'un mouvement de politique s'il poursuit des objectifs politiques. Et les objectifs politiques, c'est la prise de pouvoir et sa conservation. Nous ne visons nullement cet objectif. Donc, l'éveil patriotique n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement apolitique, dont le message est très simple. Le premier point de ce message, c'est de faire en sorte que la gouvernance de la République démocratique du Congo soit exercée par les Congolais pour les Congolais. Ça veut dire en d'autres termes que la gouvernance du pays ne doit pas profiter à un petit groupe de gens comme on le voyait sous le président Joseph Kabila, où tout était entre les mains d'une seule famille politique, les postes politiques, les postes dans l'administration, les postes dans les entreprises para-étatiques. Donc, ça veut dire en d'autres termes que nous n'avons pas ces objectifs politiques. Et en tant que mouvement apolitique, le deuxième point de notre mission en tant qu'éveil patriotique, c'est la redevabilité. Tous les dirigeants politiques, qu'ils soient du passé comme du présent, doivent savoir qu'ils ont des comptes à rendre au peuple congolais. Et ça reprend aussi un des aspects du droit de l'homme dont on a parlé aujourd'hui, c'est la lutte contre l'impunité. Donc c'est un des objectifs. Même l'action que l'évêque Pascal Mukuna a portée devant le parquet général près la Cour constitutionnelle rentre dans ce cadre-là. Donc les objectifs poursuivis par la ZADO dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme et les objectifs poursuivis par l'éveil patriotique se rencontrent quelque part. Il ne faut pas que les Congolais pensent que nous sommes des opportunistes, nous allons sauter sur la première occasion pour faire autre chose que ce que nous avons toujours fait. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous travaillons pour que les droits de l'homme soient promus, nous travaillons pour que la démocratie soit une réalité et l'éveil patriotique vise la satisfaction des besoins des Congolais, les besoins principaux, mais aussi d'avoir un pays où les dirigeants sont contraints par la population à pouvoir rendre des comptes sur leur gestion. Cela démontre à suffisance, à tout point de vue, que l'éveil patriotique et la ZADO se rencontrent quelque part et c'était plus facile pour moi de faire ce pas-là parce que ce n'est pas pour la première fois. Je rappelle à vos téléspectateurs que nous avions, il y a quelques années, mis en place les Fronts citoyens 2016 où nous avons travaillé avec les politiciens et les organisations de la société civile. Et là aussi, on avait un mandat bien précis. C'était de travailler pour que la Constitution ne soit pas révisée, de deux, pour que les élections aient lieu. C'était ça les deux points. Et ce point pouvait être la préoccupation des hommes politiques, en même temps aussi la préoccupation des organisations de la société civile qui en étaient membres dont la ZADO. Donc, nous savons en quoi nous nous engageons et nous ne serons jamais des opportunistes comme cela est le cas de beaucoup d'entre nous. Maître Jean-Claude Katende, comment faire pour adhérer à l'éveil patriotique? Quels sont les citoyens qui sont capables et que vous pouvez accepter? D'abord, je dois vous dire que l'éveil patriotique, c'est un mouvement ouvert.
ouvert à tous les Congolais, quelle que soit leur appartenance tribale, politique et autres. C'est un mouvement totalement ouvert. Deuxièmement, c'est un mouvement des masses. Troisièmement, en fait, quand on parle de masse, c'est que nous souhaiterions que tous les Congolais adhèrent à l'éveil patriotique. Troisièmement, c'est un mouvement apolitique. Nous n'avons aucun agenda politique. Notre préoccupation, c'est de voir les Congolais tirer profit de la gestion de ce pays qui est immensement riche. Il ne faut pas que certaines personnes, dès qu'elles accèdent au pouvoir, achètent des fermes, achètent des vaches, achètent des maisons, construisent à l'extérieur du pays. Et le peuple congolais qui les amène à ce pouvoir ne trouve que du feu. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de bonnes classes pour nos enfants. Jusqu'à quand on va laisser cette situation dans ces conditions-là? Et la dernière chose, c'est que l'éveil patriotique, c'est un mouvement non tribal. Dans notre coordination, nous avons les gens qui viennent de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Malheureusement ou heureusement, moi et l'évêque Mukuna, nous sommes très connus, pas à cause de l'éveil patriotique, mais à cause du travail que chacun de nous a fait dans un domaine donné. L'évêque Pascal Mukuna, c'est l'un des responsables d'une des grandes communautés religieuses en République démocratique du Congo, parce que ACK est presque dans toutes les provinces et même dans les pays voisins. L'Azado, c'est parmi les vieilles organisations de la société civile ici, mais nous avons d'autres collègues qui vont se faire connaître au fur et à mesure pour que les gens se rendent compte que nous ne tenons pas compte des tribus au sein de l'éveil patriotique. Pour quelle raison? Parce que nous avons seulement compris de l'histoire du Congo que quand vous regardez les grandes tribus, les grandes tribus de la République démocratique du Congo, les Baluba, les Baswahili, les Bangala, les Bakongo, il n'y a aucune tribu en termes d'effectifs qui ait de l'ascendance sur les autres. Toutes les tribus ont besoin l'une des autres pour pouvoir fonctionner et aller de l'avant. Ayant compris cet aspect de la question, nous comprenons que Dieu lui-même veut que les tribus de la République démocratique du Congo dépendent les unes des autres. Et nous nous sommes inscrits dans cette vision de Dieu pour dire que l'éveil patriotique, c'est un mouvement où nous voulons retrouver, où on trouve et où nous voulons retrouver toutes les tribus de la République démocratique du Congo. J'ai une question qui veut une réponse un peu courte. Il y a 2 semaines passées, sur ce plateau, nous avions reçu un membre du FCC en la personne de Papi Tamba. Sur ce plateau, il nous a dit « Je vais adhérer à l'éveil patriotique, mais dites aux leaders de ces mouvements que je suis kabiliste, mais étant citoyen congolais, je vais adhérer à l'éveil patriotique. S'ils vont quand même accepter, ça serait une très bonne chose. » Mais avant d'en parler, un homme intelligent et sage, c'est qu'il aurait dû faire parce que beaucoup de gens, des frères et sœurs qui sont au FCC me connaissent et connaissent mon numéro. Il aurait pu m'appeler pour me dire « Monsieur Katende, moi je suis kabiliste, comment je vais adhérer ?» Et à partir de la réponse qu'on lui aurait donnée, il pouvait venir ici vous dire « Voilà, on m'a accepté ou on m'a ignoré. » Et je ne pense pas que c'est dans une émission. Vous savez, quand vous faites ce genre d'émission, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Il faut qu'à un moment donné, que nos interlocuteurs trouvent qu'on a affaire non seulement aux gens intelligents, sages et aussi sérieux. Ça, c'est très important. On ne peut pas venir demander l'adhésion à une organisation dans une émission. Je suis désolé, on ne peut pas le faire. Et donc, si M. Papi Tamba était sérieux, je pense qu'il n'aurait pas fait ça ici. C'est de la publicité pour rien, mais je lui dis, parce qu'il va vous suivre, je lui dis qu'on ne fait pas des choses comme ça. Mon numéro, c'est 081 17 29 908. Il peut m'appeler et on lui donnera des conditions. Et s'il vient, nous avons un agenda très clair. Il doit s'inscrire dans la logique de la redevabilité. Ça veut dire que les gens qui ont géré le pays dans le passé doivent rendre des comptes au peuple ou à la justice. Et ceux qui gèrent aujourd'hui doivent se mettre aussi en tête qu'à un moment donné de l'histoire de ce pays, ils rendront des comptes. Deuxièmement, il doit accepter la logique de l'éveil patriotique, c'est de dire nous voulons les Congolais, le Congo qui soit géré par les Congolais pour les Congolais. S'il s'inscrit dans cette logique-là, et il souscrit à ce qu'il se réveille, lui, Papi Tamba, pour pouvoir participer à ces actions-là,
Il a sa place au sein de l'éveil patriotique. Ok, avançons. Maître Jean-Claude Katende, l'éveil patriotique avec son président, avec Pascal Moukouna, vous êtes allé au parquet près la Cour constitutionnelle pour déposer la plainte contre l'ancien président, chef Joseph Kabila Kabange. Vous êtes président, vous êtes juriste et vous devrez quand même aider votre président parce que vous êtes premier vice-président. N'avez-vous pas lu les statuts des anciens chefs de l'État? Quand vous êtes allé saisir l'office du procureur, vous aviez quelle intention? Pour quel résultat? Vous savez, c'est que j'ai l'impression que les journalistes qui sont avec moi sur les plateaux a déjà une partie, il a déjà des préjugés. Non, il a déjà des préjugés. Parce que j'aurais voulu que vous puissiez me poser une question objective. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes allé là-bas déposer... Pendant qu'il n'est pas poursuivable. Voilà, c'est de cette question. Mais quand vous dites vous êtes juriste, c'est-à-dire vous êtes en train d'évaluer mes compétences en matière de maîtrise de droit, mais je vous informe que je suis l'un des vieux avocats ici en République démocratique du Congo, malgré le fait que je sois mince, parce que les gens pensent que quand on est mince, on est jeune. Donc, je voudrais tout simplement vous dire, oui, monsieur, que ce n'est pas les actions des organisations, des pressions que la justice change, que la société évolue. Et la détermination des organisations de la société civile, c'est de faire bouger les lignes. Je vous le dis pourquoi. Parce que de un, la loi en question, c'est une loi anticonstitutionnelle. Okay. Pourquoi? Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. D'accord? Les gens peuvent avoir des immunités, peuvent avoir des privilèges, des juridictions, mais on ne peut pas soustraire les gens de la justice. Vous comprenez? Et M. Kabila, notre ancien président, est soustrait de la justice. Pourquoi? Parce que le président Kabila... Non, écoutez. Le président Kabila et ses amis disent qu'ils ont bien géré le pays, tout est vraiment en rose. Mais pourquoi ils ont fait cette loi? Parce que si on ne se reproche de rien, pourquoi on va se couvrir d'une loi qui ne permet pas à ce que vous soyez poursuivis? C'est effectivement parce qu'ils ont commis des actes répréhensibles par rapport au droit national, mais aussi au droit international. Maintenant, pourquoi nous sommes allés devant la Cour, le parquet général près la Cour constitutionnelle? C'est parce que même dans la loi, n'est-ce pas? Parce que les gens ne lisent pas très bien cette loi. Quand vous lisez l'article 9, le président de la République est poursuivable pour les infractions contre la paix et contre la sécurité humaine. Et dans notre dénonciation, nous avons repris que des infractions de sang, les crimes de sang. Voyez-vous, ça touche à la sécurité humaine. Et là, leur propre loi laisse cette ouverture et le président de la République peut être poursuivi. Mais je sais que dans cette même loi, ils ont repris une des dispositions de la Constitution qui dit que pour qu'un président de la République soit mis en cause, il faut que l'autorisation soit votée par les 2/3 des membres du Congrès. Nous le savons. C'est toujours en fait des boucliers pour protéger le président en exercice ou le président qui est déjà un ancien président. Nous le savons, mais il faut dire aussi que le vote, s'il est secret, on ne peut pas être sûr de qui vote quoi. C'est ça en fait le problème. C'est pour ça que nous disons, au moins pour ces crimes-là, même par rapport à leur propre loi, le président Kabila est poursuivable. Ce que nous demandons maintenant au parquet général près la Cour constitutionnelle, c'est d'adresser une lettre au Congrès pour leur dire, voilà, il y a telle dénonciation contre le président Kabila, est-ce que je peux avoir l'autorisation de le poursuivre? Et qu'on voit quel sera le type de votes qui seront faits. Mais on ne peut pas dire d'emblée, et ça c'est vraiment l'attitude des profanes, dire d'emblée que non, il n'est pas poursuivable. Il faut lire la loi. Il faut lire la loi. La loi laisse des ouvertures.
Donc l'impunité dans le cadre de cette loi-là pour un ancien président de la République n'est pas totale. Et Maxime des droits dit la charge de la preuve incombe à la partie qui accuse. Vous aviez décelé 10 infractions, si j'avais bien lu votre requête, votre demande. Est-ce que dans ces crimes-là, quand vous dénoncez, il faut avoir quand même des preuves tangibles? Maître Jean-Claude, vous avez quand même des preuves, par exemple, quand vous parlez des massacres des Camerounais, tout ça, il fallait quand même avoir certaines preuves qui pouvaient faire croire aux gens que la requête est sérieuse. Donc, vous estimez que nous n'en avons pas, la manière dont vous posez la question. C'est ça, non? Non, mais j'aurais voulu que vous me demandiez, Maître Katende, est-ce que vous avez des preuves pour étayer, n'est-ce pas, vos accusations là-bas? Voilà pour moi la réponse objective. Mais quand vous me dites, est-ce que vous avez des preuves de ceci, de cela? Je vous dis d'abord que la première chose que vous ne devez pas oublier, vous ignorez que dans ce pays ici, dans les conflits des Camerounais-Sapo, il y a eu 50 fausses communes. Vous ignorez ça? Il y a des rapports qui existent, il y a des victimes qui existent, il y a des témoins. La preuve pour vous, qu'est-ce que signifie la preuve? Un témoignage, c'est une preuve. Un témoignage, c'est une preuve. Le fait seulement qu'il y ait des victimes, ça montre quelque part qu'il y a eu une infraction, qu'il y a eu une violation des droits de l'homme. Et je vous dis, messieurs, que si nous nous intéressons au président Kabila, ce n'est pas anodin. Parce que le président Kabila, il était président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Donc, en tant que commandant suprême, les militaires et les policiers qui sont allés tuer les gens sont sous ses ordres. Beaucoup de personnes ont déjà été entendues par rapport à ces questions, mais lui, il n'a jamais été entendu. Et l'occasion s'offre maintenant pour qu'on l'entende, pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il en savait, pour qu'il nous dise quel est le rôle qu'il a joué. Cela n'est pas trop demandé. C'est pour ça que nous nous disons, messieurs les journalistes, le jour où le parquet va convoquer l'évêque Mukuna pour étayer ces allégations, vous allez voir si les preuves existent ou pas. Mais il ne faut pas prendre le travail que nous faisons à la légère. Il y a des avocats dans ces dossiers. Non seulement des avocats, mais aussi des activistes de droits de l'homme, chevronnés. Et donc, parce que c'est une question où vous mettez en cause un ancien président de la République, donc il ne faut pas penser que nous ne comprenons pas les risques que nous prenons. Et la concrétisation de ce risque, c'est le fait aujourd'hui que l'évêque Mukuna soit en prison. On va y arriver, mais partons du principe de la primauté des traités internationaux aux lois nationales. Pourquoi vous n'êtes pas allé à un tribunal international pour avoir un peu la liberté dans cette démarche que de venir encore ici où il y aura un tiers plutôt de l'Assemblée, du Congrès, pendant que vous avez un Parlement à 75% du FCC. Soyez calme, c'est un processus. Vous n'êtes pas sans oublier que pour aller à une juridiction internationale, il faut épuiser les voies de recours internes. Et qu'en même temps, si vous n'avez pas épuisé les voies de recours, il faut au moins démontrer que la justice de votre pays ne fonctionne pas. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Mais il ne faut pas penser que toutes ces victimes vont mourir sans avoir eu accès à la justice. Voilà, là, comme il est juriste, comprenez que cette émission soit à cet auteur. Maître Jean-Claude Katende, aujourd'hui le président de l'éveil patriotique se trouve en détention préventive au CPRK. Faisons comme si nous étions hommes de rue, qui veut quand même savoir, parce que nous amenons les désirata de ceux qui nous suivent. Par quelle infraction que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, avec Mukuna est reproché? Parce qu'on nous parle de viol, on nous parle de menaces de mort, rétention illégale de biens de la dame Mami Chibola. Mais quelle est l'infraction après le concours des infractions? Quelle est l'infraction qui met aujourd'hui avec Mukuna en détention? Je pense que tout le monde a eu droit à cette plainte qui a été diffusée. On lui reproche dans ce dossier, 1, les viols, de 2, d'avoir utilisé des menaces contre la dame. Que je fasse d'autres commentaires? Et la rétention illégale de ces documents? Non, mais l'évêque n'a aucun document qui lui appartiendrait. Selon la femme, les dernières volontés de son défunt mari avaient dit que l'évêque Mukuna devrait gérer en fait le bien des dépouilles. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour votre émission. Cette dame
Vous savez, la désignation du liquidateur en droit congolais s'est fait par plusieurs voies. D'accord? La première voie, c'est la voie familiale, où les membres de famille se réunissent, ils évaluent les biens du défunt, les enfants majeurs, les enfants mineurs qu'il a laissés, et à l'occasion, on désigne qui doit être les liquidateurs. Vous avez vu un procès verbal circuler sur Internet où elle montre que l'évêque Mukuna a été désigné liquidateur. Vous avez vu ça? Non. Et alors? Il va devenir liquidateur comment? Un liquidateur peut être aussi désigné par la voie judiciaire. Il ne montre aucun document de justice qui désigne. On ne s'improvise pas liquidateur. On doit être désigné soit par la famille, soit par la justice. Et elle n'éprouve aucun acte. En plus, les documents qu'elle cherche, c'est un document parcellaire, c'est un certificat d'enregistrement sur lequel il y a le nom du défunt, il y a le nom de sa première femme et il y a le nom de ses enfants. Et elle, son nom est où? Et vous savez qu'en droit congolais, on ne reconnaît pas les mariages monogamiques. Mais elle doit plus la monogamie. Pas on reconnaît plus, on reconnaît la monogamie. Pas la polygamie. Oui. Maintenant, elle va aller réclamer ce document-là à quel titre? Surtout qu'elles étaient dans une union libre. Non, mais moi je ne peux pas confirmer qu'elle était dans l'union ou quoi. Parce que je ne connais pas ce qui s'est passé avant. Je constate tout simplement qu'il y a une femme qui s'est plainte, qui veut avoir une parcelle qui ne lui appartient pas. Pour les viols, quand même, l'évêque devrait quand même répondre à cet acte, d'aller aujourd'hui au camp. Moi, je dis en tant qu'activiste des droits de l'homme qu'en droit, on peut porter même une plainte fantaisiste. Mais il faut la défendre. Mais il faut être aussi sûr qu'il y aura une action réconventionnelle. Si vous ne prouvez pas ce dont vous reprochez à quelqu'un d'autre. Dans les cas d'espèce, quand vous lisez la plainte de la dame, elle dit qu'il y a eu un marché entre elle et l'évêque Mukuna. Et vous savez qu'on ne peut parler des viols que quand il n'y a pas de consentement de la part de l'un des partenaires. Mais elle dit qu'il y a eu un accord, un marché. Elle devait fournir des services sexuels et l'évêque devait lui donner les documents. Mais s'il y a accord, c'est qu'il y a consentement. En plus, elle dit qu'elle a été violée 4 fois. Donc, vous, on vous viole la première fois. Vous revenez. Vous revenez la deuxième fois. Vous revenez la 4e fois. Vous revenez la 5e fois. En plus, quand vous suivez la vidéo qu'elle aurait diffusée, les cris que la dame là est en train de pousser là-bas, c'est vraiment les cris d'une femme qui a été violée. Elle jouit de l'acte sexuel. Donc, quand on regarde à tout point de vue, on peut se rendre tout simplement compte que les viols ne peuvent pas tenir la route. Maintenant, une question fondamentale. Ça, c'est vraiment la question la plus importante que vous auriez dû poser. Pourquoi cette femme qui a été violée il y a plusieurs mois ne surgit que maintenant que l'éveil patriotique a commencé? Pour quelle raison? Il y a des raisons. Et en plus, la dénonciation de l'évêque Pascal Mukuna est intervenue un jeudi. Et le vendredi, quand la dénonciation a été diffusée, la femme se détermine maintenant le vendredi pour aller déposer sa plainte. Et cette plainte a été instruite de manière tellement accélérée qu'on se croirait en Europe. Alors qu'il y a d'autres plaintes qui moisissent là-bas au parquet qu'on n'a jamais instruit. Donc, fondamentalement, nous pouvons comprendre que c'est une femme qui a été instrumentalisée pour pouvoir porter cette plainte pour un objectif très fort, c'était de mettre fin à l'éveil patriotique. Ils ont cru qu'en envoyant l'évêque Mukuna en prison, l'éveil patriotique va pouvoir s'arrêter. Mais ils se rendent de plus en plus compte que le fait d'avoir mis l'évêque Mukuna en prison a déterminé encore beaucoup de Congolais à s'intéresser à l'éveil patriotique, dont vous-même, à s'intéresser à l'éveil patriotique et d'être prêts à y prendre part. Voyez-vous? Mais ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une surprise, ni pour nous, ni pour l'évêque Pascal Mukuna, parce qu'il était sûr que le combat qu'il a commencé, ses ennemis, les ennemis du peuple congolais, n'allaient pas le laisser tranquille. Il savait que non seulement qu'il pouvait aller en prison, il savait aussi qu'il pouvait mourir.
Mais il a pris l'engagement de foncer et de pouvoir s'entourer des gens aussi déterminés comme nous, comme mes autres collègues. Il a eu la chance au moins d'avoir Ibrahim Kabila qui les soutienne, qui refuserait la plainte déposée par Madame Nicole Chimbaoumba, qui représentait aussi la grande famille de Mosée Laurent Désiré Kabila. Ça non, aussi. mais non, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'évêque Pascal Moukouna s'attendait à plusieurs plaintes de toute nature. Donc, le fait que cette famille-là ait porté plainte, pour nous, ça ne nous surprend pas. Nous sommes capables de faire face à toutes ces plaintes et de maintenir l'éveil patriotique à un niveau toujours très élevé. Mais ce que je dois vous dire, l'éveil patriotique, je vous ai dit, c'est un mouvement ouvert. Tous les Congolais peuvent y prendre part. Il y a des gens comme Ibrahim Kabila, il n'a jamais pris inscription à l'éveil patriotique comme membre. Mais c'est un mouvement compte tenu du message qui est véhiculé, qui les convainc aussi. Et le fait pour lui de dire qu'il soutient l'éveil patriotique, cela ne veut pas dire que vraiment si on n'a pas cette déclaration d'Ibrahim Kabila, l'éveil patriotique va s'estomper. Non, nous avons des soutiens au-delà de ça. Mais il a quand même apporté quelque chose, parce que son apparition dans le média a donné une actualité. Aujourd'hui, il y a un problème d'ADN, il y a plusieurs questions qui peuvent aider avec non, pas du tout. Les questions qui concernent l'ADN, ce sont des questions familiales. Ça ne nous intéresse pas. Ce sont des questions familiales. Ça, on peut les donner pour votre faveur. Non, ça ne nous intéresse pas parce que ce sont des questions familiales. Il faut se refuser d'entrer dans la vie privée des gens. Et par rapport à ces questions-là, Ibrahim s'est adressé à la justice au lieu de s'adresser à l'éveil patriotique. Donc il connaît ce qu'il fait. Mais c'est aussi un citoyen congolais comme tout le monde. Quand il y a un message fort, comme celui qui est donné par l'évêque Pascal Moukouna, pour que les gens rendent de compte sur leur gestion, pour que le pays soit géré dans l'intérêt de tous les Congolais. Mais c'est tout à fait normal que tout Congolais qui aime ce pays, comme Ibrahim Kabila, puisse dire un jour que je suis aussi d'accord avec l'éveil patriotique. Pour nous, ça ne nous émeut pas du reste. Mais pour beaucoup de gens, ils pensent que si Ibrahim Kabila n'avait pas dit ça, l'éveil patriotique va tomber. Non. On dit tout simplement que nous ne lui avons pas demandé de faire cette déclaration, mais nous ne pouvons pas dire aussi que c'est une mauvaise chose qu'il ait fait. Nous avons un mouvement ouvert, nous avons besoin de tous les Congolais. Mais déjà, vous êtes épargné parce que vous êtes toujours militant, vous avez milité, mais l'évêque Moukouna, il a travaillé avec les régimes qu'il acquise aujourd'hui. Il soutenait ces régimes, quand même la CENCO et les CLC sortaient dans la rue pour dire non à Kabila, mais c'est l'évêque Moukouna qui défendait la même personne. Et aujourd'hui, quand il veut que ces régimes-là rendent compte, est-ce que lui-même, excusez-moi les termes, il se prend au sérieux lui-même? Je pense que c'est une question qui me rend triste. Qui me rend triste. Socialement, vous pensez que l'évêque Moukouna a besoin de tout ça? Il ne manque pas d'argent pour assurer sa vie et sa retraite et prendre soin de ses enfants. Il a une des communautés la mieux implantée en République démocratique du Congo. Et cette communauté, c'est une force sociale que l'évêque Moukouna a entre ses mains. Est-ce qu'il avait besoin de se lancer dans l'éveil patriotique? Non, il n'en avait pas besoin. Parce qu'en fait, l'éveil patriotique l'expose. Aujourd'hui, il est en prison. Alors, quand vous dites qu'il se prend au sérieux, je vous dirais que l'évêque Moukouna se prend très au sérieux. Parce que il n'y a pas beaucoup de Congolais qui ont travaillé à un moment donné, qui ont rencontré à un moment donné le président Kabila, qui soient aussi courageux de faire ce qu'il est en train de faire. Et tous les Congolais devraient avoir du respect pour lui. Ça, c'est très important. Du respect pour lui parce que le combat que l'évêque Moukouna est en train de mener, ce n'est pas son combat à lui, ce n'est pas un combat pour sa famille. Aujourd'hui, l'évêque Moukouna peut mourir, mais sa famille sera prise en charge par la communauté, compte tenu du travail, des services qu'il a rendus. Donc, voyez-vous, donc il faut que les gens comprennent que l'évêque Moukouna, c'est quelqu'un de sérieux. Aujourd'hui, nous sommes en train de féliciter le travail fait par Etienne Tshisekedi. Mais qui oublie qu'Etienne Tshisekedi a travaillé avec Mobutu. Et qu'à un moment donné, il a pris la décision de quitter Mobutu. Et si l'évêque Moukouna l'a fait, on ne peut que l'encourager et lui demander d'être maintenant
plus engagé, de rester sur cette voie où les Congolais lui ont fait confiance et aller de l'avant. Et ici au Congo, je pense qu'il y a deux personnes qu'il faut féliciter et pour lesquelles on doit avoir une certaine estime, c'est Moïse Katumbi Chapwe et l'évêque Mukuna. Okay. Moïse Katumbi Chapwe a quitté le président Kabila alors qu'il était encore au pouvoir. Ce n'était pas une décision facile pour lui. Et le G7 encore? Non, les G7, ça c'est un groupe d'individus. Moi, je parle des personnes. Je parle des personnes. Okay. Donc, et la deuxième personne, c'est évêque Pascal Mukuna. Parce qu'il a eu quand même le courage de pouvoir faire ce travail et de pouvoir s'afficher comme tel. On tend vers la fin. Aujourd'hui, il est menacé dans sa cellule au CPRK. Et récemment, il y avait une voice où il s'est plaigné qu'il est menacé. Il y a des gens qui frappent à la porte de sa cellule. Et vous, également, vous aviez aussi lancé ces messages qu'il est menacé. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'était passé, c'est que l'évêque Mukuna, il y a quelques jours, il était visité la nuit par des personnes inconnues qui voulaient forcer la porte de sa cellule et la fenêtre. Ils n'y sont pas arrivés. Ils ont aspergé un gaz qui a fait qu'ils perdent connaissance et que le matin, qu'ils soient ramassés et conduits au dispensaire. Et ce que les avocats de l'évêque ont fait, c'est de demander aux autorités, non seulement de demander, mais de condamner d'abord l'acte et de demander aux autorités politiques et aux autorités de la prison de mener une enquête pour qu'on identifie ces personnes viennent d'où. Maître Jean-Claude, je me suis rendu plusieurs fois dans ces cas dans la prison, mais quand je vois la sécurité qui est dedans, j'ai des petites questions là-dessus. Et vous avez dit que c'était la dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que la question que vous posiez, c'était la dernière. J'ai dit nous tendons vers la fin. Ah ok. Donc, on n'est pas encore à la fin. Dans sa chambre là, il est le seul à occuper la chambre. Il n'y avait pas de... Non, il était le seul. Ah, ok. Et la sécurité là, dans la prison, quand on commence, depuis le début jusqu'à arriver là où il était, pendant la nuit, on ferme toutes les portes là. Mais comment, si on doit analyser sociologiquement, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des gens qui passent toutes les barrières et venir dans sa porte? Non, mais c'est pour ça que nous disons, soit ce sont des gens de l'intérieur qui ont organisé cela, avec la bénédiction des personnes chargées d'assurer la sécurité, soit ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur et s'ils sont entrés, ils ont bénéficié aussi de la complicité de ceux qui travaillent à l'intérieur. Donc, ce sont toutes ces questions que la justice va pouvoir élucider pour que les Congolais sachent qui a fait quoi. C'est déjà dans un jour où on aura son procès, parce que lui, il avait demandé qu'il parte directement au tribunal au lieu de revenir au parquet. C'est déjà pour ce lundi. Qu'est-ce que les gens peuvent entendre de ces procès? Mais moi, je ne suis pas au courant. Le lundi, ici, ce n'est pas son procès, c'est pas les procès. Moi, je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Non. Mais on nous a fait savoir que c'est 25. C'est vous qui m'informez. Alors que toutes les informations concernant l'évêque Mukuna, c'est moi qui les diffuse. À quand son procès? On attend la notification. Qu'entendez-vous de la justice aujourd'hui? Mais on a besoin d'une justice indépendante. Une justice qui ne doit pas être instrumentalisée par les politiciens. C'est tout ce qu'on attend. Et dans le cas du procès de l'évêque Mukuna qui interviendra incessamment parce que nous attendons un document qui doit lui être envoyé par la justice, pas des histoires que les gens racontent sur les médias sociaux. Un document qui doit lui être envoyé par la justice pour lui dire que monsieur, tel jour, vous devez vous présenter au tribunal. C'est ce document-là qui va lier l'évêque Mukuna au tribunal. Aujourd'hui, que ce document n'existe pas, on ne peut pas parler d'une date quelconque. D'accord? On ne peut pas parler d'une date quelconque. Connaissant les Congos, si l'évêque Mukuna est condamné, qu'est-ce que vous allez faire? Nous irons en appel. Et si en appel on les condamne? Nous irons en cassation. Après, s'il est encore condamné? Pourquoi voulez-vous qu'il soit condamné? Non, mais nous en avons vu. Non, mais moi, quand on combat, il faut s'entendre à tout. Lui, il est prêt à tout. Non, mais moi, je dis tout simplement que je ne vois pas les choses de cette façon-là. Okay. L'évêque Pascal Mukuna, on ne le dira pas assez. Il est allé se présenter chez les magistrats sans aucune contrainte. De son propre chef, il est allé.
Aujourd'hui, il est parmi les rares prisonniers qui demandent à ce que son procès ait lieu le plus tôt possible. C'est parce qu'il est sûr qu'il n'a aucun point à se reprocher dans cette affaire. Et nous qui travaillons avec lui, nous relayons ce même message. Et nous disons que pour nous, il sera acquitté. Êtes-vous sûr, je ne dirais pas êtes-vous sûr, mais vous êtes d'avis de ceux qui pensent que l'évêque Mukuna est en détention juste parce qu'il combat le FCC? Pas qu'il combat les FCC. Moi, je ne veux pas que le combat de l'éveil patriotique soit réduit au FCC. Il est en prison parce que son message fait mal à certains Congolais. C'est tout. Il y a des gens qui sont derrière Mami Chibola, madame. Bien sûr, ça c'est clair. Elle-même l'a dit. Que vous-même, vous ne maîtrisez pas ces gens-là? Non, nous n'avons pas besoin de les maîtriser, mais nous disons tout simplement que leur stratégie, c'est une épée dans l'eau. L'éveil patriotique va continuer. Si aujourd'hui c'est l'évêque qui est en prison, demain ça pourrait être moi, mais il y aura d'autres collègues que vous avez vus ici qui vont prendre le relais. Et nous avons des gens capables de prendre le relais. Maître Jean-Claude Katende, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre passage. Un message encore, peut-être que nous n'avons pas posé cette question, mais vous avez un message très fort à tous qui nous suivent et on termine par là. C'est tout simplement dire aux Congolais et Congolaises qui nous suivent que l'éveil patriotique est un mouvement qui concerne tous les Congolais. Et je pense que nous voulons donner la chance à ce pays de pouvoir aller dans la bonne direction en surveillant tous les politiciens qui qu'ils soient pour que leur travail profite aux Congolais. Donc nous vous attendons. Ceux qui ont des questions à poser, j'ai donné mon numéro 081 17 29 908. Nous pouvons continuer les échanges. Voilà, merci à Maître Enzo. Il est responsable d'éveil patriotique en Europe, je crois. Il nous avait contacté à un moment pour demander si on pouvait venir couvrir votre activité la fois passée qui a été réprimée par les éléments de la police. Il y a beaucoup de gens en Europe qui sont très sympathiques avec l'éveil patriotique. Voilà, merci à mon équipe technique chapeautée par Maïlé Sadiki. Messieurs et dames, nous voici à la fin de cette émission. Vous et moi, nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Politique Info. En tout cas, c'était Maître Jean-Claude Katende, le premier vice-président de l'éveil patriotique. Merci de votre passage. Merci à tous les Congolais partout dans le monde. Vous tous qui avez eu l'occasion de suivre cette émission, écrivez-nous et nous allons encore donner vos désiratages chez Maître Jean-Claude Katende. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.